nous allons passer maintenant au focus dédié cette semaine à l'innovation de défense au service de la supériorité opérationnelle. L'innovation est clé pour le ministère des Armées car elle lui permet d'assurer la supériorité opérationnelle des armées, l'autonomie stratégique de la France et d'améliorer la performance. Cette innovation repose sur une politique audacieuse et ouverte sur le monde civil dans une démarche de transformation globale et de recherche permanente de la performance. Elle s'inscrit sur le temps court pour tirer parti des innovations issues du domaine civil ou des retours d'expérience sur le terrain et sur le temps long pour que l'innovation soit pensée et intégrée sur tout le cycle des systèmes d'armes. Dans cette perspective, le ministère des Armées a créé en 2018 l'Agence Innovation Défense, et c'est un véritable laboratoire d'innovation. Cette agence est placée sous la responsabilité du délégué général pour l'armement. Son rôle est de fédérer les initiatives d'innovation du ministère en assurant leur coordination et leur cohérence. L'innovation est également au cœur de l'ambition de la loi de programmation 2024-2030. Les enjeux sont doubles: consolider la supériorité technologique des forces et garantir la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité que sont l'espace, les fonds marins, le champ informationnel ou encore le cyber. L'investissement dans l'innovation de défense bénéficie également au territoire et comme l'a rappelé le ministre, la dépense publique militaire a un impact économique positif pour la France. L'industrie de défense concerne 220 000 emplois directs et indirects, stimule la balance commerciale et participe à la montée en compétences des acteurs industriels. Mais je n'en dis pas plus et laisse la parole à l'ingénieur général de l'armement Patrick Aufort qui va vous présenter les derniers enjeux d'innovation de défense sur lesquels l'AID est particulièrement mobilisée. Général, c'est à vous. Madame la déléguée, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous les activités de l'Agence de l'innovation de défense et les enjeux de l'innovation de défense. Alors, comme vient de le préciser Madame la déléguée, l'Agence de l'innovation de défense a été créée en 2018 dans un contexte de nouveaux champs de conflictualité, des fonds marins à l'espace, pour parler des champs matériels, et puis les champs immatériels, la lutte informationnelle, la guerre cognitive, le cyberespace bien sûr, et puis on peut y ajouter la lutte dans le spectre électromagnétique. Un contexte également qui est marqué par un foisonnement de solutions innovantes provenant du domaine civil, c'est-à-dire créées en dehors du champ défense et des acteurs classiques de la défense. Ces solutions sont autant de potentiel, autant de potentiel d'intérêt qu'il faut que nous sachions regarder à la fois comme opportunité pour nous, mais également comme menace. Et puis également un contexte marqué par une accélération dans le domaine des technologies de rupture. Et bien sûr, ce qu'on a vécu ces dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle en est la principale manifestation, mais il y a également d'autres domaines comme le quantique qui subit les mêmes accélérations. C'est donc dans ce contexte qu'a été créée l'agence pour fédérer les initiatives d'innovation au sein du ministère. En gros, notre mission, c'est d'être capable de soutenir tout type d'innovation, toute forme d'innovateur. On a un rôle de chef d'orchestre. Et on soutient principalement deux grandes catégories d'innovation. Il y a ce qu'on appelle, et on peut passer s'il vous plaît à la première diapositive, ce qu'on appelle l'innovation planifiée, qui consiste à préparer la réponse à des besoins prévisibles. Très concrètement, ça consiste à faire monter en maturité des briques technologiques dont nous allons avoir besoin pour nos futures capacités militaires, pour nos prochains programmes d'armement. Et en parallèle, nous soutenons une autre grande forme d'innovation qui est l'innovation ouverte. Il s'agit là de faire de l'innovation d'opportunité, d'accélérer sur des solutions beaucoup plus agiles, à beaucoup plus court terme, pour répondre à des irritants, à des besoins pas satisfaits, mal satisfaits. Et donc, il faut qu'on soit capable de traiter tous ces types d'innovation, toutes ces formes d'innovation qui se traduisent dans des tempos bien différents. Et le mieux, c'est de l'illustrer. Et donc, vous avez sur cette diapositive deux illustrations. À gauche, vous avez un gravimètre quantique. Donc un gravimètre, ça mesure le champ gravitationnel et ça permet notamment de faire de la cartographie des fonds marins. Et nous avons livré l'an dernier, donc je parle bien de livrer, c'est-à-dire que je ne vous parle pas d'un projet d'innovation qui s'arrête à une démonstration, mais qui est bien allé au bout, dans les mains des utilisateurs. Nous avons livré un gravimètre quantique sur une plateforme de la Marine nationale. C'est une première mondiale. Je ne connais pas de pays qui ait opérationnellement un capteur quantique. Je connais des pays qui ont des prototypes de gravimètres quantiques, mais un capteur opérationnel, il n'y en a pas à ma connaissance.
Et en fait, l'histoire de gravimètre quantique, livrée en 2024, elle a commencé en 2002 par une thèse dans un laboratoire de l'ONERA. Cette thèse a produit des résultats satisfaisants. Elle a été poursuivie par un projet au sein du laboratoire. Puis on est sorti du laboratoire. On a réussi à traiter la compacité de l'équipement pour pouvoir l'intégrer sur une plateforme navale, faire des premières mesures dans des conditions réelles, et ensuite transférer la technologie vers l'industrie pour pouvoir livrer en 2024 ce capteur quantique. Donc vous voyez, une vingtaine d'années, 15 à 20 ans, pour faire monter en maturité une technologie de rupture. Et en parallèle, en même temps, l'année dernière, nous avons livré, fin 2024, des munitions téléopérées. Et là, l'histoire, elle a commencé en mai 2022 par l'appel à projet Colibri, conduit par l'Agence de l'innovation de défense. Appel à projet lancé en mai 2022, sélection de 2 solutions candidates en septembre 2022, notification de contrat en décembre 2022. 11 mois plus tard, fin 2023, nous avions les premiers essais avec un prototype avec une charge inerte. 6 mois plus tard, les mêmes essais avec une charge active, quelques corrections, une commande en urgence opérationnelle et 200 munitions livrées avant la fin de l'an dernier et déjà utilisées sur le théâtre ukrainien. Donc vous voyez, les enjeux, ils sont là et ils sont d'être capables d'être opérationnels sur ces différents types de temps. Du temps long pour amener la technologie de rupture au bon tempo, et encore une fois, là, sur le gravimètre quantique, on est les premiers, et du temps très court pour adapter de manière agile des solutions et livrer très rapidement sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire des choix, de faire les bons choix. Décider de lancer le capteur quantique il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, c'était un choix. Et donc c'est ce que nous avons fait également dans la préparation de la loi de programmation militaire 2024-2030, en affichant très clairement les 10 domaines prioritaires sur lesquels l'Agence d'innovation de défense investit majoritairement pour le ministère des Armées dans la période 2024-2030. Ces thématiques prioritaires sont les armes à énergie dirigée, l'hypervélocité, l'intelligence artificielle, le spectre électromagnétique et la guerre électronique, les nouvelles technologies de communication, les nouvelles technologies de l'énergie, les capteurs, et notamment les capteurs quantiques, et le calcul quantique. Ces priorités, vous pouvez les trouver, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, dans le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense, qui est un document que nous publions tous les ans, de manière à faire savoir ce que nous cherchons et comment nous pouvons travailler ensemble. Et ce document est accessible à tous sur le site de l'Agence de l'innovation de défense. Alors pour soutenir les 2 grandes formes d'innovation que je viens de citer, on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. En fait, l'Agence de l'innovation de défense, elle s'est organisée comme une usine à projets. Et nous conduisons principalement 4 types de projets. Des projets de recherche, le but étant ici de soutenir l'émergence de technologies porteuses de rupture potentielle, et nous travaillons là principalement avec le monde académique, école d'ingénieurs, laboratoire d'université, office national de recherche. Des projets d'innovation participative, au travers desquels nous soutenons des innovateurs du ministère, parce que c'est parfois les mieux à même de trouver la solution pour répondre à des problématiques de terrain. Des projets d'accélération de l'innovation de défense, des projets d'accélération de l'innovation, pardon, de défense, oui, qui consistent en fait à aller capter des solutions, des idées, des produits en dehors des acteurs classiques de la défense et de les ramener vers nos utilisations en accélérant, en expérimentant au plus vite. Et là, nous travaillons essentiellement avec des startups, des PME et des acteurs émergents, innovants, qui viennent principalement en dehors des acteurs de la base classique industrielle de défense. Et puis des projets technologiques de défense qui visent là à monter en maturité les briques technologiques dont nous avons besoin pour nos futures capacités. Et là, nous travaillons plutôt avec les acteurs classiques de la base industrielle et technologique de défense. En moyenne, c'est 400 à 500 projets qui sont soutenus annuellement par l'Agence de l'innovation de défense, qui sont lancés annuellement par l'Agence de l'innovation de défense. 200 projets de recherche, dont une centaine de thèses, 150 à 180 projets d'accélération de l'innovation, 20 à 30 projets d'innovation participative et une centaine d'actes sur les projets de technologie de défense. Alors pour les mettre en œuvre, pour accompagner ces projets, il faut des moyens, il faut des dispositifs pour les soutenir. Et je vous propose de passer à la diapositive suivante. Ces dispositifs, ce sont principalement des dispositifs financiers. Faire de la subvention, passer des contrats, faire du marché public de manière à provoquer de la commande, permettre à ces industriels, et notamment aux industriels émergents, d'avoir du chiffre d'affaires pour aller voir les investisseurs. Et puis, bien sûr, la finalité pour nous étant de doter nos forces de manière à garantir leur supériorité opérationnelle. Et là aussi, je préfère l'illustrer
et illustrer l'intérêt de ces dispositifs, vous avez ici l'exemple d'une technologie et d'un produit qui a été monté en maturité en quelques années en utilisant différents dispositifs successifs. Il s'agit d'une nouvelle manière de réaliser des fenêtres optiques, c'est-à-dire des hublots, hein, que nous utilisons derrière nos capteurs optroniques. Une des problématiques sur les capteurs optroniques, c'est l'eau principalement, puisque ça va détériorer les performances. Et donc nous avons lancé une thèse en 2018 qui visait à créer des fenêtres optiques en travaillant sur la nanostructuration des matériaux, de manière à les rendre hydrophobes, c'est-à-dire non sensibles à l'eau. Ça permet d'améliorer les performances et ça permet d'éviter d'avoir un système qui évacue l'eau et donc de gagner en robustesse et en fiabilité. Les résultats ont été satisfaisants et nous avons prolongé ce dispositif de soutien par un second dispositif qui s'appelle Astril, qui nous a permis de monter en maturité la technologie, de se rapprocher de la capacité à l'industrialiser, et on lui a rajouté des performances. On a travaillé là avec un laboratoire du CEA et Thales, et on a rajouté des performances pour traiter les problèmes de réflexion, et donc améliorer là aussi la qualité de la détection, et passer de quelque chose d'hydrophobe, donc non sensible à l'eau, à omniphobe, non sensible à aucun fluide. Et pourquoi on a fait ça? Pour traiter des cas comme ce qui a été rencontré, et ça avait été médiatisé, un Sukhoi russe qui largue du kérosène sur un Reaper de manière à aveugler les optiques du drone. Et donc là, successivement, thèse, puis un autre dispositif de financement, on est arrivé à une solution qui est brevetée et qui est maintenant intégrée dans la feuille produit de Thales. Donc voilà pourquoi il faut disposer de différents dispositifs de manière à successivement monter en maturité et permettre, ce fameux passage à l'échelle, permettre que ces produits arrivent dans les équipements de nos forces armées. Enfin, je voudrais finir, et là on peut passer, s'il vous plaît, à la diapositive suivante. Je voudrais finir en insistant sur un point, c'est là je vous ai parlé de projet, je vous ai parlé de financement, de l'innovation, mais en fait, un des enjeux de l'innovation de défense, ce n'est pas uniquement de savoir la financer, c'est de créer l'environnement qui va lui permettre de se développer. Il faut donc savoir ne pas se consacrer uniquement aux dispositifs de financement. Créer l'environnement propice, c'est par exemple créer les conditions pour les porteurs d'innovation, pour les acteurs émergents qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la défense, donc les startups, les PME, les TPE, les ETI, leur permettre d'expérimenter le plus vite possible leurs solutions dans un environnement opérationnel représentatif. Et donc nous travaillons beaucoup avec nos camarades des forces armées pour créer ces champs d'expérimentation, pour faciliter ces expérimentations. C'est ce que nous faisons par exemple avec la Marine nationale dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Perseus, qui permet aux acteurs de nous proposer des projets qui seront autorisés à être expérimentés dans des conditions réelles, mettant en œuvre de gros moyens de la Marine nationale. Nous faisons ça également avec l'état-major des armées en créant une nouvelle démarche qui s'appelle IDEM pour innovation destinée aux exercices militaires, où si une solution nous est proposée, qu'on la juge d'intérêt, nous nous engageons à trouver le contexte d'expérimentation pour cette solution. Et puis je voudrais insister sur une autre démarche d'expérimentation que nous avons mis en œuvre récemment en 2024, qui est la démarche LabLAD, qui vise à répondre à une problématique qui nous était remontée fréquemment dans le domaine des drones et de la lutte anti-drone, c'est la difficulté à réaliser des essais en environnement brouillé. Et en effet, je le concède, c'est très très compliqué de réaliser des essais en environnement brouillé, ça prend énormément de temps. Et en fait, pour traiter le problème, nous avons inversé en fait la situation. Plutôt que d'essayer de répondre à chaque acteur, nous avons créé une fenêtre temporelle où nous les invitons à venir expérimenter leurs équipements dans des conditions réelles. Et ça donne une accélération qui est sans commune mesure. Et quand on écoute le retour d'expérience. Nous avons créé le premier événement en juin dernier, et nous avions, c'était la semaine avant Eurosatory, nous avions 6 candidats qui étaient venus expérimenter, qui ont fait un retour absolument satisfaisant. Nous avons créé un nouvel événement en novembre, la même semaine qu'Euronaval, et nous avions eu 40 demandes de participation. Ce qui, je pense, confirme l'intérêt de ce type de méthode pour accélérer. Créer l'environnement propice au développement de l'innovation, c'est aussi stimuler notre écosystème. Savoir créer un contexte où on va aider à la créativité, des défis, des challenges, des hackathons, des appels à projets. Et donc nous lançons ça régulièrement. C'est par exemple ce que nous avons fait avec la Marine nationale en octobre dernier avec le challenge Dronathlon, où nous avons réuni 10 consortiums qui a permis sur une semaine de donner un environnement d'emploi à des acteurs du drone de surface navale, et ce qui nous a permis, nous, en même temps, de leur faire un retour opérationnel et d'avoir une vision d'état de l'art. C'est nous ce que faisons, par exemple, au travers du challenge Mobilex, qui vise à monter en maturité les briques technologiques nécessaires à l'autonomie sur les véhicules terrestres.
Et nous faisons ça dans un contexte qui est notre contexte d'emploi, c'est-à-dire des environnements déstructurés. C'est beaucoup plus compliqué que de faire rouler une voiture de manière autonome sur une route bien balisée avec des panneaux de signalisation. Les terrains d'emploi de l'armée de terre sont complètement différents. Et c'est pour ça que nous faisons ça d'ailleurs en partenariat avec le CNRS, qui a exactement les mêmes problématiques, par exemple dans un environnement lunaire complètement déstructuré. Créer l'environnement propice au développement de l'innovation, c'est également utiliser de nouvelles méthodes. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avons des designers au sein de l'agence de l'innovation. C'est pour ça également que nous nous intéressons au wargaming, comme ça va pouvoir vous être présenté à la fin par le colonel de Perret, qui est adjoint force au sein de l'agence de l'innovation de défense. Créer l'environnement, c'est aussi être accessible. C'est pour ça que nous avons créé à l'agence de l'innovation de défense un guichet unique qui permet à tout porteur de projet de nous présenter sa solution. Et si elle a un intérêt pour nous, nous allons l'instruire ensemble. Pour information, là aussi pour illustrer avec des chiffres, depuis le début de l'année, c'est 75 projets qui ont été déposés au guichet unique de l'agence de l'innovation de défense. Créer l'environnement propice, c'est également innover dans les contrats, utiliser tous les dispositifs contractuels qui sont dans nos mains pour favoriser l'innovation, choisir le bon pour accélérer quand c'est nécessaire, choisir le bon pour pouvoir passer à l'échelle quand c'est nécessaire. Et nous expérimentons par exemple, depuis l'année dernière, une nouvelle forme de contrat qui s'appelle les partenariats d'innovation, qui permettent de travailler avec plusieurs acteurs de manière à ne pas choisir, ne pas être très orientant au début sur une solution, garder la possibilité de travailler sur différentes solutions et raffiner tout doucement les critères de choix pour aller jusqu'à la sélection et pour aller jusqu'au passage à l'échelle. Car je le redis et je le réécris sur cette planche, l'objectif final, c'est bien de fournir des équipements à nos opérationnels, à nos utilisateurs, pour garantir leur supériorité opérationnelle. L'innovation, elle ne s'arrête pas à la démonstration, elle ne s'arrête pas au prototype, mais elle doit bien finir par un équipement dans les mains de nos utilisateurs. Et pour ça, ça nécessite également de travailler avec des partenaires, l'ensemble des entités du ministère des Armées, des partenaires également au-delà du ministère des Armées, les pôles de compétitivité, les groupements industriels, des investisseurs, car c'est toutes ces forces vives dont nous avons besoin pour continuer, comme c'est la devise de l'Agence d'innovation de défense, à imaginer au-delà. Et puis, bien sûr, pour réussir à faire ça, je l'ai déjà dit et je le redis, il faut faire savoir ce qu'on cherche, il faut faire savoir comment on peut travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça que nous communiquons, c'est pour ça que nous réalisons tous les ans un document de référence qui est public, c'est pour ça que nous faisons un bilan d'activité qui décrit ce que nous réalisons, c'est pour ça que nous participons à des événements. Et donc, nous serons présents pour démontrer comment nous pouvons travailler ensemble et pour présenter des projets au Salon Viva Technologies. Nous serons présents, bien sûr, au Bourget. Et puis, comme tous les 2 ans, nous organiserons en fin d'année le Forum Innovation Défense. Et je pense que je suis très content de pouvoir vous dire aujourd'hui que ce forum aura lieu à nouveau, comme il y a 2 ans, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à côté d'ici. Et les dates, je pense que c'est la première fois qu'on les donne, Madame la déléguée, 27-29 novembre 2025. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous avons plusieurs questions, notamment une question en audio. Oui, vous m'entendez. Mon général, question d'Aude Leroy. Nous récapitulons. Quel est le ratio entre innovation planifiée et innovation ouverte? Quelle en est l'évolution depuis 5 ans? Et quelles thématiques ressortent des innovations ouvertes? Est-ce que cela a évolué ces dernières années? Alors, ça fait plusieurs questions. Le ratio, très clairement, il se situe... en fait, tout dépend si on le prend en finance ou en nombre de projets. Financièrement, l'innovation ouverte représente à peu près 20% du budget annuel de l'Agence d'innovation de défense. Donc, notre budget annuel est aux alentours d'1 milliard d'euros. Le milliard a été franchi en 2022. C'était un des engagements de la loi de programmation militaire précédente. Et donc, nous consacrons à peu près 20% du budget de l'Agence d'innovation de défense sur des projets d'innovation ouverte. En fait, et c'est assez naturel que le pourcentage soit moins élevé, parce que les projets de technologie de défense, qui sont les grosses briques technologiques pour les grosses capacités futures, forcément sont des projets plus coûteux. Et dans l'innovation ouverte, il y a tout un champ d'exploration fait de multiples petits projets. Et c'est pour ça que si je disais le ratio, par contre, si on le regardait en nombre de projets, il est bien supérieur, par contre, sur l'innovation ouverte, puisqu'on explore. Et donc là, en nombre de projets, je pense que c'est plutôt 2 tiers d'innovation ouverte, 1 tiers d'innovation planifiée.
Les thématiques qui montent en puissance dans le domaine de l'innovation ouverte, alors en fait elles sont nombreuses, mais nous affichons 8 thématiques prioritaires, et là aussi vous les retrouvez dans le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense. Nos thématiques prioritaires, ce sont les véhicules autonomes et leur flotte, c'est le cyber, c'est le maintien en conditions opérationnelles, c'est l'énergie, c'est le New Space, la santé, l'humain augmenté, et je pense que j'en suis à 7 alors qu'il y en a 8, donc je suis confus. Mais de manière très concrète, nous voyons beaucoup de sujets sur l'amélioration de capteurs, nous voyons beaucoup de sujets sur les usages des drones, beaucoup de sujets embarquant des briques d'intelligence artificielle dans des systèmes existants, beaucoup de sujets visant à proposer des solutions low cost, pour traiter des problématiques, par exemple, pour l'illustrer, un système de détection de départ de coups, fusils, armes et même chars, à base de capteurs perdables, des téléphones portables, par exemple. Voilà pour illustrer les thématiques prioritaires. Merci. En général, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Deux petites questions rapides. Première question, effectivement, vous avez évoqué un budget de 1 milliard donc, pour mener à bien vos différents projets. Justement, pour les mener à bien sur le long terme, quel budget vous pensez qu'il serait souhaitable d'atteindre pour arriver donc à vos objectifs? Combien de personnes travaillent en fait dans votre agence? Et ensuite, combien de startups vous avez réussi à soutenir en 2024, en vous remerciant? Ça fait plusieurs questions. Ça fait 3 si j'ai bien compté. Pour répondre sur le budget, donc, la loi de programmation militaire précédente, donc 2019-2024, nous avait permis de passer au-dessus de ce milliard d'euros. Si on regarde la tendance 2014-2018, c'est en moyenne 730 millions d'euros par an pour l'innovation de défense. On est passé en moyenne à 1 milliard d'euros par an avec la loi de programmation militaire 2019-2024. Et puis la loi de programmation militaire 2024-2030 accorde à l'innovation de défense un budget global de 10 milliards d'euros sur cette période 2024-2030. Donc vous voyez que nous allons être sur une tendance qui va continuer à croître jusqu'au-dessus d'1,5 milliard par an en fin de loi de programmation militaire. Concernant les ressources humaines propres de l'agence, les équipes propres de l'agence, c'est 130 personnes. Et c'est pour ça que je dis très fréquemment, et j'ai insisté sur le fait de travailler avec des partenaires, c'est pas avec 130 personnes qu'on fait l'innovation de défense du ministère. Nous avons cette nécessité et cette volonté de démultiplier notre action grâce à des partenariats. C'est par exemple les pôles d'innovation technique de la DGA. Beaucoup de centres de la DGA ont créé des pôles d'innovation technique avec lesquels nous sommes partenaires, qui nous permettent de capter, détecter des solutions, notamment dans leur environnement local et par rapport à leur thématique d'intérêt, de préinstruire les projets pour nous, voire d'en contractualiser certains. Donc en fait, nous démultiplions notre action par ce type d'action. Et nous travaillons également, je ne l'ai pas dit, mais dans les 10 technologies, par exemple, prioritaires que j'ai citées, la grande majorité sont des technologies duales, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois des usages civils et militaires. On peut enlever la furtivité, la discrétion et un peu de guerre électronique, mais le reste, c'est essentiellement des technologies duales. Et donc nous travaillons en partenariat là aussi avec d'autres acteurs qui peuvent soutenir notamment les premiers niveaux de maturité sur ces technologies. Le programme France 2030, par exemple, de manière internationale, Horizon Europe, puis après le Fonds européen de défense. Donc en fait, il y a cette stratégie de travailler de manière cohérente. Et concernant le nombre de startups soutenues en 2024, je pense qu'en fait, si on prend tout simplement les chiffres de nombre de projets que j'ai cités, 150 projets d'accélération de l'innovation, c'est un peu plus de 150 startups de base, puisqu'il y a parfois des consortiums. Nous avons un fonds d'investissement qui lui aussi prend des participations dans des acteurs type start-up. Et je crois que l'an dernier, c'est 3 startups qui ont bénéficié de l'arrivée du fonds Innovation Défense dans leur fonds propre. Donc en fait, c'est plusieurs centaines par an. Et nous avons un suivi
Nous avons un outil qui nous permet de suivre les startups. Nous détectons en moyenne 300 à 400 nouvelles startups par an, mais surtout l'important c'est de continuer la relation avec celles qui ont été détectées avant. Il ne s'agit pas de s'occuper que de ceux qu'on détecte chaque année. Et donc nous avons un suivi régulier de celles avec lesquelles il y a un intérêt. La problématique étant de travailler avec eux au bon moment, c'est-à-dire au moment où leur techno elle est mature par rapport à nos usages et nos utilisateurs. Le bon projet, il faut le lancer au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Je crois que nous avons également une question en audio. Et après... Oui, 2 questions. Donc, question de Jean-Marc Tanguy. Donc, qui a conçu le gravimètre quantique? Sur quel navire a-t-il été implanté? Alors, le gravimètre quantique, comme je l'ai dit, l'histoire a commencé à l'ONERA. En fait, on a là aussi le cas type de ce qu'on cherche avec nos offices nationaux de recherche. On commence avec eux dans le monde académique pour détecter le potentiel de la technologie. Et puis tout doucement, il faut le rapprocher du monde industriel. Et donc j'ai expliqué les étapes successives, thèse, puis un projet en laboratoire, puis un projet hors laboratoire, et le transfert vers l'industrie. Et donc le transfert vers l'industrie s'est fait dans une société qui s'appelait Mucans à l'époque et qui a été rachetée aujourd'hui par Exail. Donc aujourd'hui, c'est Exail, le fournisseur du gravimètre quantique, et qui est intégré sur une plateforme du CHAUME.